tous de nous avoir rejoints ce matin pour ce 5e workshop Fleet and Mobility consacré justement à la recharge des véhicules électriques en toute sécurité. Alors, je m'appelle Benoît Minet, je suis responsable de la cellule mobilité de l'Union Wallonne des entreprises. Et avant de passer évidemment la parole à Pierre-Yves Lescalier de chez Etias, qui nous fera donc une intervention très spécifique et très pointue sur le sujet, je vais donc simplement rappeler quelques éléments qui nous semblent importants pour que vous compreniez aussi le sens de notre démarche, savoir un petit peu qui nous sommes aussi, mais de manière très rapide. Donc voilà, je vais reprendre ici mon PowerPoint. Voilà, simplement pour vous expliquer, donc la cellule mobilité de l'Union Wallonne des entreprises existe maintenant depuis 18 ans déjà. Et notre travail est justement d'aider les entreprises à promouvoir la gestion de la mobilité de personnes principalement. Et donc, on est là pour accompagner les entreprises dans leur réflexion en matière de gestion de la mobilité, que ce soit les politiques en termes de vélo, en matière de covoiturage, en matière de télétravail. C'est aussi un sujet qu'on a pu aborder récemment dans un webinaire. Et toute autre thématique liée à la mobilité, dont les transports publics par exemple. Voilà, on est vraiment là pour amener de la méthodologie, donner une impulsion, mais surtout sensibiliser, informer les entreprises par rapport à tout ce qu'elles peuvent mener en termes de gestion de la mobilité. Voilà, on est là aussi pour les aider à se fédérer entre elles, parfois pour mener des projets collectifs à destination, par exemple, d'une zone d'activité économique. Voilà, on essaie de travailler de manière ciblée, de manière structurée, avec toute une série de parties prenantes pour aider les entreprises à mieux aborder la gestion de la mobilité, qui est principalement une gestion autre que la mobilité autosoliste. Donc on va encourager un maximum de modes de transport alternatifs. Mais la voiture reste évidemment un mode de transport primordial. Et donc dans les réflexions, nous accompagnons toute une série de mobility managers d'entreprises. De plus en plus de fleet managers se tournent aussi vers nous pour aborder les questions de mobilité. Et plus dernièrement, les mobility managers nous ont fait part de vraiment un petit peu leur désarroi par rapport à quel mode de motorisation choisir dans leur flotte d'entreprise, quel type de motorisation implémenter. Je pense que ça reste encore très compliqué à l'heure actuelle pour une entreprise de choisir pour le type de motorisation. C'est ce qui nous a amené à organiser un nouveau format de webinaire. C'est déjà le 5e, qui s'intitule Workshop Fleet and Mobility et qui s'inscrit donc dans la suite de toute une série de services et d'outils que nous proposons au public d'entreprise dans la sphère de la gestion de la mobilité. Et donc, on réalise des bilans mobilité pour aider les entreprises à y voir un petit peu plus clair. Ce sont des bilans qui sont gratuits. On organise un réseau et une formation pour Mobility Manager. Il y a 2 sessions de formation qui se tiennent par an. Il y a 3 réunions du réseau des Mobility Managers et toute une série aussi de séminaires, d'événements ou encore de publications qui ont pour but vraiment de vous informer au quotidien sur la gestion de la mobilité. Et alors, on est aussi en charge d'un projet qui s'appelle Tous Vélo Actifs et qui a pour objectif justement de booster la pratique du vélo à destination des entreprises. Donc, vous voyez, notre panel de services est très très large, mais le volet Fleet and Mobility est notre petit dernier, j'ai envie de dire, dans notre palette de services et qui a vraiment pour nous une mission vraiment d'informer justement les entreprises, répondre à leurs attentes en termes justement de recharge, de type de motorisation, tout ça dans une politique au sens large de mobilité au sein de l'entreprise. Voilà, alors on est vraiment parti du constat que en fait, de plus en plus de fleet managers s'intéressent ou se forment au mobility management, que des entreprises qui agissent en faveur de la mobilité se posent de plus en plus de questions par rapport justement à ces motorisations, que le cadre légal, le cadre fiscal, c'est aussi souvent des sujets qu'on aborde dans nos workshops Fleet and Mobility, évoluent fortement. Qu'il existe de nombreuses solutions aussi qui sont sur le marché en termes de recharge, en termes d'offres. Donc ça, c'est aussi important d'informer les entreprises par rapport à ça. Voilà, après, dans un autre sujet, la voiture de société conventionnelle a été jusque maintenant particulièrement diabolisée. Donc on est là aussi pour essayer d'apporter des éclaircissements par rapport à des chiffres, par rapport à des données, la fiscalité, entre autres. Voilà, ce sont des événements qu'on organise en collaboration avec Febiac et Traxio, et donc ils ont lieu 2 fois par an. Voilà, alors pour simplement vous rappeler, pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont jamais participé à ces événements en présentiel, ici on est évidemment sur un format plutôt virtuel, les 4 premiers workshops ont déjà traité des sujets suivants, donc le budget mobilité. On en a eu déjà 2 sur l'électrification des flottes d'entreprises, un qui était plutôt orienté sur les offres des prestataires
comme les grands groupes de distribution d'énergie, mais aussi tout ce qui était solutions de recharge. Et le dernier était consacré aussi à l'implémentation du CNG, par exemple, comme une solution dans les flottes d'entreprise. Voilà. Alors, je demanderai à ceux qui nous rejoignent de bien vouloir couper leur micro, parce que j'entends déjà un petit écho. Ça facilitera évidemment le déroulement de ce petit webinaire. Voilà, alors j'attire aussi simplement votre attention sur le fait que Agoria avait développé, il y a déjà un petit temps, un guide sur les infrastructures de recharge. Donc si ça vous intéresse, on trouve qu'il était particulièrement bien fait et donc il est disponible à cette adresse, évidemment. Alors, avant de passer la parole à Pierre-Yves Lescalier, qui est Loss Prevention Engineer Property chez ETIAS, je voulais évidemment revenir sur le sujet d'aujourd'hui, qui est donc évidemment la recharge de véhicules électriques en toute sécurité. L'objectif de ce webinaire, c'est simplement de vous donner le maximum d'informations par rapport justement à la recharge et aux risques encourus. Donc c'est surtout attirer votre attention pour mieux prévenir de situations risquées qui sont rares, mais qui peuvent avoir des conséquences assez multiples et importantes au niveau de l'entreprise. C'est aussi un webinaire qui a pour but d'attirer l'attention pour mieux prévenir et mieux faciliter les interventions sur site en cas de problème. Donc l'objectif vraiment, c'est de vous donner de l'information, mais c'est surtout pas de décourager l'usage ou l'implémentation de véhicules électriques ou hybrides dans les flottes d'entreprise. Donc on va revenir maintenant en détail vraiment sur les points d'attention à avoir, que ce soit en termes de surchauffe de batterie, que ce soit en termes de risque de défaillance ou de conséquences qui peuvent être infrastructurelles au niveau du parking, infrastructurelles au niveau du bâtiment, ou encore en termes de dégâts, dommages et dégâts corporels qu'il pourrait y avoir auprès des membres de votre personnel. Voilà, donc l'idée, je rappelle, c'est vraiment pas décourager, au contraire, mais c'est bien prévenir pour mieux anticiper des potentiels risques liés aux recharges électriques de véhicules donc, électriques ou hybrides. Je vais donc passer maintenant la parole à Pierre-Yves Lescalier, qui est Loss Prevention Engineer Property chez ETIAS, et qui aura donc l'occasion de revenir évidemment de long en large sur cette thématique. Alors, il y aura évidemment toute une série de questions pratiques qui vont, j'imagine, découler. Donc, je ne peux que vous inviter, l'ensemble des participants à ce webinaire, eh bien, de les poser simplement par le petit outil chat que vous pouvez voir dans la barre centrale en bas de votre écran. Vous voyez qu'il y a une petite fenêtre qui ressemble à un picto commentaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans ce champ-là. On aura l'occasion de faire une petite pause questions-réponses au milieu de l'intervention de Pierre-Yves Lescalier, ainsi qu'à la fin de sa présentation. Si on n'a pas le temps, en fonction du flux de questions qui seront posées, si nous n'avons pas le temps, vous aurez évidemment la possibilité d'envoyer un mail évidemment à Pierre-Yves Lescalier qui se tient à votre disposition. Voilà, on vous demande aussi donc de ne pas, je rappelle une dernière fois, comme ça on est tranquille, de bien vouloir couper votre caméra, bien couper votre micro. Donc toutes les questions se font via le chat. Ensuite, cette présentation sera filmée. Enfin filmée, elle l'est déjà, elle sera enregistrée plutôt, pardon, et sera ensuite disponible sur notre site internet avec la présentation de Pierre-Yves Lescalier. Comme ça, vous aurez toutes les informations en main pour pouvoir encore potasser un peu plus le sujet. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon webinaire en présence de Pierre-Yves Lescalier, que je remercie d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation pour pouvoir encore mieux aider les entreprises dans leur réflexion en termes d'implémentation de flotte de véhicules électriques ou hybrides. Merci, c'est à vous. Alors, il va falloir activer le micro, ce sera plus simple. Et moi, je vais couper le mien. Merci beaucoup à tout le monde d'être présent ce jour. Pour moi, ça va être une toute première webinaire parce que bon, j'ai l'habitude de conférences où on a le contact humain, on voit un peu la réaction des gens, donc c'est un peu plus facile d'animer une conférence que certainement un webinaire, mais je vais faire de mon mieux pour rendre ça quand même attractif pour vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat
et j'essaierai d'y répondre au mieux par la suite. Voilà. Bon, j'ai déjà été présenté en long en large. Je voulais simplement dire que moi, ça fait 20 ans cette année que je travaille chez Etias, toujours dans le secteur de l'assurance des choses. Et ça fait maintenant 17 ans que je fais le métier actuel de préventeur, mais pas au niveau de l'accident du travail. Donc vraiment, c'est la prévention des choses et des objets, quoi. C'est plutôt dans le matériel. Voilà un peu les différents points qu'on va aborder lors de ce webinaire. Je vais d'abord commencer un peu à décrire ce qu'est un véhicule électrique et un véhicule hybride sans rentrer trop dans les détails. On abordera un peu le thème des batteries et après on va un peu voir la prévention du dommage. Enfin, on verra les modes de rechargement, la prévention des dommages matériels. Je parlerai quand même ici de la présentation du dommage corporel parce qu'il faut être quand même assez vigilant quand on intervient sur ce genre de véhicule, que ce soit en cas d'accident ou en cas d'incendie. On parlera des consignes d'intervention et puis voilà, j'aborderai également, on a un document qui est une analyse de risque qui sera mis à votre disposition et qui vous permettra de réfléchir à la bonne implantation dans votre entreprise des bornes de rechargement. Voilà, un véhicule électrique. Donc ici, on est vraiment, quand je parle de véhicule électrique, c'est vraiment un full électrique. Ce n'est pas de l'hybride. Mais l'hybride, bon, on est plus ou moins dans du semblable, mais on a toujours le moteur thermique classique à côté du moteur électrique. Ici, je voulais vous montrer dans le moteur électrique la batterie, on la reverra plus tard sur des photos, qui est sous le bas de caisse. Il y a des renforcements latéraux prévus par les constructeurs de part et d'autre pour éviter des chocs trop importants sur la batterie en cas d'accident. Et également, on a une tôle blindée de 6 mm en dessous du véhicule pour éviter des chocs également à cette batterie, parce qu'on verra par la suite que les chocs sont des causes de départ d'incendie au niveau des batteries. Vous avez ici, on est en moteur triphasé courant alternatif. Et là, j'ai oublié de vous dire, la batterie, c'est du courant continu. Le courant continu, ce n'est pas le courant qu'on a dans les prises de courant chez soi. Ce courant-là, c'est un courant mortel. Quand on touche du courant continu à de telles intensités, on est électrocuté. Malheureusement, on ne s'en sort pas. Vous avez ici, dans ce genre de véhicule, en 12 volts, vous avez tout ce qui est électronique de puissance et de commande de ces véhicules électriques parce que, bon, vous devez bien vous rendre compte qu'il y a un cerveau quand même dans le véhicule qui va gérer la communication avec la borne de recharge. Par ici, vous avez le rechargement et tout ceci se trouve à l'avant dans le compartiment. C'est un schéma type. Bon, maintenant, suivant certains constructeurs, il y a des variantes. Voilà, au niveau des véhicules hybrides. Donc, on avait historiquement, dans les véhicules hybrides, des batteries nickel-métal hydrure. Ces batteries, c'est dans la première génération des véhicules hybrides. Donc, maintenant, si vous achetez des véhicules hybrides actuellement, ce genre de batterie ne va plus s'y retrouver. Mais je voulais quand même en toucher un mot. Donc, c'est des batteries qui ont une plus grande capacité de puissance que des batteries au plomb. Donc, il faut savoir qu'historiquement, tous les véhicules à moteur thermique, diesel, essence ont une batterie au plomb. Le risque de ces batteries, c'est qu'elles peuvent s'enflammer spontanément ou devenir instables sous l'effet de la chaleur. Vous verrez, je parle souvent de température critique. Ici, c'est 60 degrés. Ça veut dire quoi? Que si même le véhicule en lui-même ne prend pas feu, n'a pas de problème interne, il peut, à un moment donné, prendre feu, s'auto-inflammer si la température ambiante est supérieure à 60 degrés, s'il se trouve dans un compartiment où il y a eu un départ de feu ou des choses ainsi. Donc, ça peut être un problème, cette instabilité. Il faut savoir que dans l'histoire, plusieurs avions cargo sont écrasés suite à la combustion de leur batterie. Et ce genre de batterie, quand on les recharge dans un volume clos,
il faut savoir qu'elle génère aussi bien de l'oxygène et de l'hydrogène. L'hydrogène, tout le monde sait que c'est un gaz très inflammable et donc on peut avoir des sources d'explosion si on a une concentration dans un espace vraiment clos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut essayer de toujours, tout type de batterie, il faut faire ça dans un endroit bien ventilé. Donc, jamais faire ça dans des endroits clos sans ventilation. Ici, les batteries au lithium-ion, qui sont maintenant la plus grosse majorité des batteries en cours, comme on retrouve également sur la plupart des outils portables, sur son téléphone, c'est ce type de batterie. Donc, pour les véhicules électriques, hybrides ou plug-in hybrides. Je vais quand même vous expliquer si vous ne le savez pas. Parce que le plug-in hybride, c'est vous avez une batterie dedans qui est rechargeable. Donc, c'est les nouveaux modèles hybrides actuels où on peut recharger la batterie. L'hybride classique, il n'y a pas de possibilité de câble de recharge de la batterie. La batterie, elle s'auto-recharge lorsque on est en train de rouler par le mouvement des roues ou par le freinage, on récupérait l'énergie qui était stockée dans une batterie. Ça, c'est les hybrides. Il faut savoir au niveau de ce type de batterie, si vous regardez ici, donc ça, celle-ci, c'est pour la Tesla modèle S, vous avez des éléments, ceci, les rectangles que je suis en train de montrer avec la petite flèche, on en a dans le modèle 60 kWh, on en a 14. Dans ces modules-là, on a des blocs. Et par module, il y a 6 blocs. Et ce que je veux attirer votre attention, c'est le nombre total de cellules. Chaque cellule, si vous voyez les petits points ronds, c'est une cellule. C'est la forme d'une pile crayon, la pile classique qu'on connaît tous. Vous en avez 5376. Vous retenez que ça, ou dans le modèle plus puissant, 8256 par rapport à ce que je vais expliquer par la suite. Ce type de batterie contient un électrolyte. C'est le liquide qui est dedans qui permet le transfert de courant et qui est entre les pôles positifs et les pôles négatifs. Donc, clairement, ce type de batterie, il y a un risque d'emballement thermique. Vous avez déjà certainement tous entendu parler de ça, ou en anglais thermal runaway, suite à un court-circuit interne. Le court-circuit interne peut survenir par plusieurs choses. Par le choc lors d'accidents ou au niveau de la batterie, ça surcharge si on commence à charger au-delà de sa capacité. On peut avoir des courts-circuits internes liés à de la mauvaise fabrication de batterie. On peut avoir lié à l'humidité, mais on reviendra plus en détail sur chaque cas. Il faut savoir ici que la température est de 70 degrés et au-delà de 80 degrés, il y a vraiment un risque d'incendie au niveau de la batterie. C'est des points à ne pas négliger. Ici, voilà un peu nos éléments de batterie, la photo qui est ici au milieu. On a toutes les cellules qui sont, comme j'ai dit, comme on dirait des piles, qui ont brûlé et qui se sont déformées suite à surpression interne. Voilà, donc le principe même de l'emballement thermique, c'est d'abord un court-circuit interne. Ce court-circuit interne crée une augmentation de chaleur dans la cellule et cette augmentation de chaleur va créer une réaction chimique exothermique. Donc, automatiquement, si on augmente encore la chaleur dans un volume clos, il y a à un moment donné une surpression qui va se créer. Cette réaction chimique crée à l'intérieur la production d'un gaz inflammable, hydrogène, et le gaz, à un moment donné, est combustible. Donc, l'hydrogène est libéré dans l'atmosphère parce qu'il y a la rupture de l'enveloppe de la batterie qui se fait simplement par surpression. Et là, on a de la projection d'électrolytes aux alentours qui va, avec l'oxygène dans l'air et des surfaces chaudes, pouvoir soit exploser ou simplement brûler. Il faut savoir que ce phénomène, ça va de proche en proche. Si j'ai une hausse de température énorme sur une cellule, la cellule voisine va avoir la hausse de température, puis la cellule voisine aussi. Et donc, c'est un effet boule de neige qui s'installe
et qui malheureusement ne peut être arrêté dans le temps qu'en immergeant totalement cette batterie dans l'eau. Et ce qui va advenir, c'est que ce sera tout le véhicule entier qu'on devra mettre parce que s'il y a le phénomène, ça va être compliqué de démonter la batterie seulement et de la prendre, sachant que l'élément de batterie sur ce véhicule, c'est l'élément le plus lourd et donc c'est très compliqué à manutentionner et à réaliser. Voilà, je vais vous mettre une petite vidéo, tout le monde l'a déjà connue. Ici, vous voyez, au niveau de la vidéo, dès qu'il y a de la fumée blanche qui sort autour d'un véhicule, il faut partir parce que c'est déjà trop tard. Donc là, la fumée blanche, c'est vraiment déjà notre hydrogène qui sort et puis derrière, on a l'inflammation et le départ d'incendie. Et puis, voilà, tout se met en place. Et puis ça, on a vu, la boule de feu, c'est sur une cellule. Et puis après, vous verrez, je vous montrerai d'autres vidéos où ça part forcément aux autres. Là, je suis bloqué sur mon slide. Voilà. Ici, tout le monde a peut-être déjà vu ça aussi. Donc, c'est avec une trottinette électrique. La personne recherche dans son living. Il voit de la fumée blanche. Il se dit, bon réflexe, il va couper le courant. C'était la meilleure chose à faire. Et puis là, il s'enfuit. Il a de nouveau un bon réflexe. On voit un peu ce que ça peut faire comme boule de feu dans un bureau. On est dans de la mobilité douce de plus en plus. Et bon, il ne faut pas se voiler la face. Les personnes qui acquièrent ce genre d'objet le prennent souvent à côté d'eux dans leur bureau pour le recharger, pour avoir de nouveau la capacité et d'autonomie suffisante pour rentrer chez eux. C'est une situation à totalement éviter, à proscrire pour la dangerosité de la chose. On se retrouve avec des trottinettes électriques très bien conçues parce qu'elles ont, voilà, elles ont un certain prix et bon, tous les organes qui la composent sont de bonne qualité. On peut se retrouver aussi avec des trottinettes low cost venues par Internet de sites où on a ça vraiment à très bas prix. Il faut bien se rendre compte que, voilà, il y a un prix pour tout et que pour arriver à un tel bas prix, la mise en œuvre des composantes a été certainement un peu plus, je vais dire, bâclée sans être péjoratif. Et on risque de se retrouver dans des situations telles. Ici, je vais revenir sur notre fameuse pile. Donc ça, c'est une cellule de batterie dans les véhicules, voilà, dans les véhicules électriques. Notre température critique, 60 degrés, c'est la température maximale admissible. Entre 70 et 80, il y a la réaction cathodique, l'électrolyte commence à s'évaporer à l'intérieur. Dans la pile, 130 à 150 degrés, on a la décomposition des électrolytes, le séparateur fond, donc le séparateur entre le pôle positif et le pôle négatif fond. Donc clairement, on a le court-circuit interne, on a de la dégradation des matériaux, et puis on a la réaction exothermique avec l'énergie libérée et la réaction de solvant électrolyte qui part dans l'atmosphère. Et donc, on parle d'emballement thermique, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et l'élévation de température que ça va générer, c'est 600 degrés, ce qui est vraiment très important et qui va faire que bon, l'incendie va pouvoir se propager aux véhicules voisins ou aux bâtiments. Ici, pour en revenir les différentes causes, clairement une utilisation erronée, ça c'est totalement possible. La défectuosité ou la construction déplorable de la batterie, ça j'en ai parlé, mais c'est pour tout type, que ce soit les overboards, les trottinettes, les vélos électriques ou les voitures, ça aura une influence non négligeable. C'est pour ça que clairement on remarque dans la sinistralité actuelle que très souvent on a des véhicules très très récents qui prennent feu lors de recherche de véhicules. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, il y a eu un véhicule hybride Fiat dans une concession, enfin dans le showroom, qui a pris feu et la perte était colossale par rapport au véhicule mis en exposition et le bâtiment est totalement perdu. Donc on a ça très rapidement quand ça se manifeste qu'il y a un défaut de batterie.
Ça, ce que je vais parler ici, l'endommagement suite à choc, c'est très important. On peut, lors d'accidents, même s'il y a des renforts latéraux, suivant l'intensité du crash et de la collision, on peut quand même avoir des cellules endommagées. Le phénomène ne va peut-être pas se manifester instantanément. Ce n'est pas parce que je vais avoir un coup dans ma batterie que le court-circuit interne va se faire de suite. Il va peut-être se manifester dans la recharge suivante. Pourquoi? Parce que tout simplement, lors de cette recharge, on va mettre de l'intensité électrique. Si on a fait ça vers les modes de rechargement, il y a des bornes très rapides où on charge avec une telle intensité que l'échauffement interne dans la batterie est énorme parce que l'agitation entre les pôles positifs et négatifs lors du rechargement fait qu'il y a un échauffement très important et plus la puissance qu'on emmagasine est importante, plus l'élévation de température sera forte. Donc, on pourrait seulement avoir la manifestation à ce moment-là. Par rapport au casse-vitesse objet sur la route, la tôle blindée de 6 mm a déjà, dans un cas ici en Belgique, été percée par un élément quelconque. Donc, on ne connaît pas, mais la personne, on a vu que la tôle avait été vraiment percée. Il faut se rendre compte que l'effort pour percer est de plus de 7 tonnes pour pouvoir percer cette tôle. Et on est dans des objets qui traînent malheureusement sur la voie publique. Et dès le moment où on a l'impression qu'on a touché quelque chose dans le bas de caisse parce qu'on a pris un gros choc, il est plus prudent de se rendre directement chez son concessionnaire, expliquer qu'on a pris un gros choc sur le bas de caisse et qu'on puisse vérifier s'il n'y aurait pas un renfoncement ou que ce soit endommagé, parce que là, derrière, vous risquez d'avoir le court-circuit interne qui se manifeste rapidement. Les problèmes d'étanchéité de la batterie qui vont créer ce court-circuit interne, la surcharge lors d'un chargement. Donc, en fait, lors d'un chargement, il y a le boîtier, le Battery Management System, qui est normalement la liaison et qui doit couper quand on est à fond de charge pour éviter les surcharges. Mais comme vous savez tous, c'est de l'électronique. Et de l'électronique, à un moment donné, du jour au lendemain, on ne sait pour quelle raison, ça ne va plus. Voilà, et ça déconne. Donc, on peut craindre ce genre de problème sur ces véhicules lorsqu'on surchargerait la batterie. Qui dit surcharge, énergie supplémentaire, énergie, chaleur, et on est parti dans le phénomène dont je vous ai parlé. La surcharge suite à remorquage, il y aura un slide spécifique à ça. Donc, clairement, les véhicules électriques, full électrique, on ne peut pas les remorquer. C'est directement sur camion plateau. Et pour les autres, j'en reparlerai par la suite. L'origine thermique surchauffe. Il faut savoir que ce type de véhicule, quand il va se retrouver dans un parking public ou dans un bâtiment, c'est beaucoup plus contraignant que d'avoir un véhicule thermique classique dans son bâtiment en cas de feu du bâtiment. Je ne parle même pas de feu qui démarre dans le véhicule électrique. J'y reviendrai un peu plus tard là-dessus. Donc, en fait, le Battery Management System, qu'est-ce que ça fait? Ça gère toutes les cellules individuellement et ça regarde sa charge, sa décharge, sa température, ses suivis. Et donc, normalement, ça doit couper l'installation. On remarque simplement que ce système actuellement n'est pas assez rapide pour couper avant l'emballement thermique, avant le départ de la réaction chimique exothermique qui se met en route. Donc, on a un retard au niveau de la coupure quand il y a des problèmes liés à des chocs et des endommagements réels de batterie. Là, on ne parle pas de surcharge là, il s'est toujours coupé si à un moment donné on passe à la surcharge, ça il s'est coupé, ça va dire qu'il est en défaut et qu'il ne fait plus son rôle. Mais on parle plutôt qu'il est pris de vitesse pour les autres causes. Ici, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc vous voyez une petite cellule, je vais la lancer. On va projeter la cellule, mais là, on lui donne carrément un coup, ce qui pourrait être le cas si on prend un coup par en dessous, comme j'ai dit, lors d'un choc. Vous voyez, de suite, il n'a même pas besoin d'être tapé une deuxième fois. Donc, vous avez d'abord la fumée blanche qui sort, et puis vous avez l'inflammation. Vous voyez ce que fait une unique cellule. Je vous rappelle que dans les véhicules quand même avec une capacité de chargement importante, on a plus ou moins 8000 cellules.
Enfin, ça va entre 5000 et 8000. Voilà un peu ce que ça donne. Ici, on va refaire aussi une autre, c'est au niveau de percement. Et là, c'est le cas où on a connu que là, c'est passé à travers la tôle et on a percé directement un élément de batterie. Regardez, donc là, clairement, directement, ça va partir. Pourquoi? Parce que on a vraiment le court-circuit de suite. C'est comme si vous preniez un câble électrique et que le pôle positif touchait le pôle négatif sans avoir d'isolant. Et voilà un petit peu l'énergie que ça dégage et le feu que ça génère une cellule. Ici, je reviens. Voilà. Ici, c'est un test de chaleur. C'est ce que je vous dis. C'est votre véhicule qui est dans un endroit et autour de lui, ben, il y a un départ de feu qui fait que la température augmente. Il faut savoir que la cellule, ici, quand on est dans un cas réel, elle est quand même protégée dans une batterie. Donc, avant que la chaleur ambiante nous vienne, il y a forcément un retard et les températures annoncées dans le tableau tout à l'heure, il y a un léger décalage. Mais ça vous donne quand même, encore une fois, l'idée, quand on part voilà, elle est surchauffée, clairement, il y a surpression interne et vous voyez, là, elle est totalement en fusion. Ça vous donne un peu une idée de ce que ça peut donner. Alors, ici, je vais vous parler d'un sinistre en cascade pour que vous compreniez bien le phénomène. Maintenant, c'est des choses qui, normalement, ne devraient plus arriver parce qu'avec l'expérience, ben, tout le monde en parle et les dépanneurs aussi en tiennent compte. Clairement, bon voilà, c'était une e-Golf. On cherche sur un parking extérieur. Une fumée blanche s'échappe du bas du véhicule. Les pompiers sont appelés, ils viennent sur place. Ils refroidissent le bas de caisse parce que c'est ça, il faut refroidir avec énormément d'eau pour mettre en sommeil l'emballement thermique. Je dis bien en sommeil parce que pour l'arrêter, il faut aller plus loin. Donc, ce que les pompiers ont fait, ils ont refroidi. Le feu s'est arrêté, mais l'emballement thermique était toujours présent. Un dépanneur transporte la voiture sur plateau chez le concessionnaire. Jusque-là, tout va bien. Mais en faisant cette opération-là, lui-même prend un risque énorme parce qu'actuellement, on ne sait pas, il n'y a pas de mesure pour dire tiens, l'emballement va reprendre maintenant sur le transport ou va reprendre plus tard. Mais ici, il a eu le temps, heureusement pour lui, de la déposer sur une place de parking classique chez un concessionnaire. C'est en dehors des heures. Donc, il l'a mis à un endroit qu'il a trouvé, comme on ferait avec une voiture classique. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? L'emballement thermique a repris vers plus ou moins à 6 heures du matin. À 8 heures du matin, à l'arrivée du personnel, il y avait 7 véhicules incendiés en perte totale, y compris, l'e-Golf. Donc, voilà un peu ce que ça peut générer sur un parking. Et ça n'a pas été plus loin parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas d'autres véhicules à brûler vraiment à côté, quoi. Si on a vraiment une concentration plus importante et que là-bas, il n'y a personne qui appelle les pompiers parce que ça ne s'est pas manifesté, c'est un pas l'écart, on a le problème. Donc, clairement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est immerger pendant plus de 48 heures le véhicule. Ou il faut mettre le véhicule en quarantaine. Je vous explique en quarantaine ce que ça veut dire. Normalement, dans leur charte, toutes les concessions doivent au moins avoir une zone de quarantaine pour mettre un véhicule électrique dedans. Malheureusement, dans la réalité, cette zone de quarantaine n'existe pas parce qu'ils n'ont pas assez de place, parce que maintenant, ils fonctionnent avec énormément de véhicules neufs qui rentrent en même temps. Donc, leur parking est bondé. Donc, cette place de quarantaine, malheureusement, n'existe pas. Alors, ici, bon à savoir, pour nous, assureurs, voilà, c'est un gros problème, c'est que si on a le problème d'emballement thermique qui démarre sur un véhicule, on sait qu'on sera sur un sinistre total en DM. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très embêtant par rapport à la valeur catalogue d'un véhicule, de se dire, ben voilà, si on arrive à avoir l'emballement thermique, ce sera de suite la perte totale. Si un véhicule électrique ou hybride prend feu, s'il y a un problème de batterie, oui, c'est la même chose que je voulais vous dire, c'est de suite la perte totale. Donc, il n'y a pas de demi-mesure à ce niveau-là.
Un test à montrer, ça c'est important pour vous rendre compte par rapport aux conséquences que ça peut donner. Si on surcharge une batterie à 140%, donc si clairement le chargeur continue à charger la batterie, l'explosion provoque une boule de feu d'environ 4 mètres de diamètre, forcément avec des dommages collatéraux très conséquents. Alors, un petit calcul a été fait. Pour éteindre une batterie avec 36 modules, c'est l'Audi e-tron, il faut 40 000 litres d'eau. Et dès que la batterie est refroidie, bon, pour vraiment arrêter le phénomène, c'est comme on en a déjà parlé, il faut le mettre dans un conteneur. C'est pour ça qu'actuellement, à l'aéroport de Bruxelles National, ils sont en train d'envisager de créer une piscine, entendons-nous, hein, d'avoir un bac à disposition en permanence pour pouvoir aller immerger un véhicule qui aurait pris feu dans un de leurs parkings pour éviter d'avoir des conséquences trop importantes. Alors, je vais vous rappeler un principe de base, le triangle du feu. On pourrait croire, si je coupe l'oxygène, le feu s'arrête. Si je coupe la flamme, le feu s'arrête. Mais ces deux choses-là du triangle du feu, ici, sur un phénomène de batterie, n'ont pas d'efficacité. Pourquoi? Parce qu'on est sur un système, c'est une réaction chimique exothermique en chaîne qui se passe et couper l'oxygène ne change strictement rien. C'est refroidir sur la longue durée. C'est le fait de la mettre dans de l'eau froide fait que la réaction chimique, à un moment donné, se meurt et n'a plus d'énergie assez pour reprendre et s'arrête définitivement. C'est ça un peu le principe. Ici, je ne sais pas si vous aviez été au courant, ici au début d'année 2020, à l'aéroport de Stavanger en Norvège, c'est là-bas qu'il y a le plus grand parc actuel de véhicules électriques et hybrides. Clairement, ce qui s'est passé, c'est que le feu n'a pas démarré sur un véhicule électrique ou hybride. Le feu a démarré sur un vieux véhicule diesel, comme on a déjà eu des feux dans des parkings avec des véhicules de ce type-là. Mais comme je vous ai parlé tout à l'heure, le fait d'avoir des véhicules électriques et hybrides dans le bâtiment, c'est très problématique parce que suite à l'élévation de température qu'il y a eu dans le parking, les véhicules voisins ont commencé à prendre. Et dedans, il y a une proportion de 35% de véhicules électriques ou hybrides. Ce qui fait que pour les pompiers éteints, ça a été très, très compliqué. Et on a eu la perte totale du bâtiment de parking que vous voyez ici. C'est des genres de parking comme on a aussi ici en Belgique, avec des parkings aériens au niveau des aéroports. Vous voyez un petit peu la boule, le panache de fumée, pardon. Ça a mis l'aéroport à l'arrêt. On a dû évacuer beaucoup de personnes aux alentours parce que clairement, la fumée d'un feu de véhicule électrique, je vais en parler par la suite, est très, très toxique et crée des dommages irréversibles aux personnes qui les respirent. Donc, vous avez des dégâts neurologiques très importants quand vous respirez ce genre de fumée sans appareil respiratoire autonome qui vous protège. Voilà, et ça, je vous avais déjà dit dans le slide d'avant, bientôt une piscine dans l'aéroport de Zaventem. Je pense que la réflexion est venue certainement suite à ça. Tant qu'on y est de parler de sinistres avec ce genre de véhicule, je vais quand même vous compter, c'était, je pense, début de la semaine dernière, et ça s'est passé, fin de soirée, un bus hybride tech, ici à Liège, qui a pris feu lors de son parcours. Clairement, de nouveau, c'est un problème dans la batterie et ça a démarré là-bas. Puis après, on parle d'explosion. Quand on réentend une explosion, en fait, c'est les pneus qui explosent parce qu'il y a une trop forte chaleur, une surpression et ça fait des détonations. Mais bon, le bus, heureusement, n'était pas bondé parce qu'on est déjà en période Covid. Donc ça, c'est déjà, il n'y a pas grand monde. Toujours période de confinement, donc pas trop de monde en rue sur les trottoirs, mais cela a quand même endommagé deux façades d'habitation qui ont dû être éteintes parce que le feu s'était propagé et forcément le bus en perte totale. Tout ça, si ce genre de choses arrive en pleine journée avec un bus bondé d'étudiants et des gens sur les trottoirs, voilà, j'ose imaginer que la catastrophe. Donc, c'est des trucs qui sont quand même malgré tout très perturbants dans une réflexion par rapport à ça. Je ne veux certainement pas vous décourager d'aller vers ce genre de mobilité,
Mais malheureusement, il faut être conscient des risques liés à cela. Voilà. Pierre-Yves, comme on avait convenu, peut-être oui. Donc une petite pause. Il y a eu 2 questions qui ont été posées jusque maintenant. Donc la première, et donc je profite à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps, si vous voulez poser des questions, vous pouvez évidemment le faire via le petit onglet sur le côté. Donc voilà, je vois qu'il y a Nadine Atanassov qui lève la main. Si Nadine, tu peux éventuellement poser ta question sur la barre chat, je préférerais. On va déjà. Je n'ai pas d'accès chez moi, la barre chat ne fonctionne pas apparemment. Ah, ok. Écoute, je vais d'abord poser, si c'est possible, les questions qui ont été écrites, et puis après, si tu veux dire quelque chose, alors exceptionnellement, je veux bien. J'essaie de faire le gendarme ici pour que ça se passe pour le mieux. Voilà, merci à toi. Voilà, donc il y avait une question ici. Est-ce que vous avez une idée du nombre de véhicules électriques brûlés par rapport au nombre de véhicules moteurs combustibles? J'imagine qu'il y a aussi des incendies, évidemment, que les moteurs thermiques conventionnels, mais est-ce qu'il y a peut-être un comparatif peut-être plus chiffré avec la part du risque? Actuellement, clairement, donc c'est des choses qu'on commence à voir, un peu des statistiques, parce que le parc belge est très faible. On parle de 3% pour l'instant. Et clairement, ça ne permet pas d'avoir des stats. Donc, on fait partie, ETIAS, d'un groupement européen d'assureurs. Et dans ce cadre-là, on a lancé une démarche pour essayer de récolter le maximum d'informations chez tout le monde pour pouvoir avoir des statistiques et pouvoir clairement derrière s'adapter. Parce que tout le monde sait bien que le schéma de l'assurance, c'est basé sur des statistiques et le calcul de primes est fait en fonction pour avoir une rentabilité du produit. Donc, c'est clair qu'on est vraiment, nous, en attente de cela et de retour. Le problème n'est pas tellement, pour l'instant, on a une autre réflexion, c'est pas tellement la probabilité qui nous tracasse, c'est la gravité. C'est surtout ça. C'est derrière, quand un tel véhicule prend feu dans un parking public ou dans un immeuble de bureau où il y a 300 places de parking dans les sous-sols, les conséquences vont être très importantes. Voilà, isolément, je pense que vu que le pourcentage actuel est très faible, ça n'a pas une grande influence d'avoir des pertes totales de ces véhicules-là au niveau de l'assurance actuellement. Mais c'est plutôt la gravité qui nous tracasse. Et on aura, des chiffres vont forcément apparaître, parce que là, on est vraiment au début ici en Belgique. Il y a eu, je pense, un gros boom ici pendant le dernier salon de l'auto, où tout était basé sur les véhicules électriques et hybrides. On ne parlait quasi plus des autres véhicules dans toutes les publicités. Donc, beaucoup de gens se sont intéressés, beaucoup d'entreprises également ont commencé. Et nous qui sommes un acteur des communes, très important, et des intercommunales, il est clair qu'eux vont vers des flottes électriques, que ce soit des camions pour ramasser les poubelles, des petits camions de chantier. Donc, ils vont vers une motorisation de ce type-là, avec les craintes derrière, quoi. Voilà. Très bien. Alors, j'ai encore peut-être une question, parce que on fait une petite pause. Je vois qu'il y a déjà pas mal de réactions. Est-ce qu'un détecteur de type H2 permettrait-il de réagir suffisamment tôt pour éviter l'incendie, ou la présence d'H2 signifie qu'il est déjà trop tard? Il est déjà trop tard. Donc, en fait, il faudrait pouvoir détecter beaucoup plus tôt. Il faut détecter la hausse interne de température éventuelle dans la batterie le plus rapidement possible. Donc, pour ça, il existe des caméras thermiques. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on va avoir un retard de détection par rapport au fait que le compartiment batterie est quand même protégé par des tôles, se trouve un peu là sous le bas de pièce, et que les caméras thermiques ne vont pas savoir les capter directement. Donc, pour l'instant, on en préconise, mais on sait bien que ce n'est pas encore la panacée à tout prix, quoi. Donc, voilà. Mais quand directement de la fumée blancheur, donc on pourrait avoir un capteur qui le détecte, c'est trop tard. Le phénomène est déjà installé depuis un bon bout de temps et c'est foutu. Il ne faut plus qu'on mette de l'eau pour refroidir au plus vite. Mais dans un cas de personne chez elle, si ça arrive, il faut courir, il faut s'enfuir.
faut pas rester, il ne faut pas essayer d'éteindre soi-même ou quoi que ce soit, dire je vais essayer de sauver ma belle voiture parce que c'est mon petit bijou et voilà, il vaut mieux partir. Alors, je propose, avant de passer la parole à Nadine, plutôt avoir une réponse assez courte, et puis j'imagine qu'il y aura encore d'autres commentaires qui se feront, parce que la présentation n'est pas terminée, hein, je rappelle. Si vous deviez répondre par oui ou par non, en fait, tout simplement, est-ce que les installations de bornes de recharge dans les zones de parking souterrain sont donc à proscrire? La réponse serait oui. Voilà, je pense que c'est clair. Je vais y venir justement maintenant pour toutes les bandes de rechargement. C'est le slide suivant et voilà. Donc ça, on va aborder ça dans la partie après. J'ai un peu tracé. Très bien, donc on aura une réponse. Et alors une autre question par oui ou non, une société ou un particulier acquiert un véhicule électrique, est-ce que sa prime va être revue à la hausse? Actuellement, chez ETIAS, au niveau d'un particulier, qu'est-ce qu'on propose? C'est une réduction de 30% sur la prime RC et la prime DM, donc dégâts matériels. Pour quelle raison? Tout simplement parce que ETIAS veut favoriser la mobilité douce, c'est un acteur environnemental, essaye de réduire au maximum tout le temps son empreinte carbone. Donc, c'est vraiment un choix de société. Donc, d'un autre côté, en tant qu'assureur, ça permet en diminuant les primes de monsieur et madame tout le monde de leur rendre une partie de budget pour pouvoir acquérir ce véhicule qui coûte plus cher. Voilà. Au niveau maintenant corporate, donc tout ce qui est entreprise, ville et commune, la tarification est actuellement classique et reste sur une base d'un véhicule, mais c'est actuel. Donc, il n'y a rien de bien spécifique pour le moment à ce niveau-là. D'accord, donc à suivre. Alors, Nadine avait une petite intervention, et puis après, je propose de continuer la présentation. Et les deux autres personnes qui ont levé la main, je vous demanderai alors soit de formuler votre question par le chat, soit de la garder pour plus tard, comme ça on peut poursuivre la présentation, et peut-être que vous aurez déjà une réponse à votre question, vu que les slides ne sont pas tous passés en revue encore. Nadine. Oui, alors, oui, en fait, il n'y a pas 3%, petite rectification, il n'y a pas 3% dans le parc, hein, il n'y a que 25 000 voitures électriques en Belgique sur presque 6 millions de voitures, donc ça fait 0,4% du parc. Alors effectivement, quand on voit ce qui se passe, c'est toujours très... C'est comme pour les accidents avec les camions, hein, c'est très... ça a l'air très catastrophique, etc. Mais j'aurais voulu poser la question, en fait, en nombre exact en Belgique, combien de sinistres vous avez eu avec une voiture électrique? Actuellement, ces infos-là, moi personnellement, je ne les ai pas. Parce que là, quand vous parlez de camions, c'est catastrophique, et ainsi de suite, on parle d'accidents de la route. Oui, ici. Oui, mais je veux dire, vous voyez, ça fait la une des médias, etc. Parce que l'accident de la route, il n'y a pas, par rapport à l'accident de la route en tant que tel, actuellement, c'est pas parce qu'on roule en véhicule électrique ou hybride qu'il y a plus d'accidents de la route qui se manifestent. Ça, c'est déjà une chose. La deuxième chose qui va peut-être se manifester, c'est que les véhicules électriques qu'on met sur le marché actuellement sont hyper puissants, permettent des accélérations énormes et ça attire beaucoup de monde. Et je le vois bien dans le comportement de personnes qui en ont. C'est la première chose qu'ils mettent en avant, c'est cette accélération. Donc, on risque d'avoir peut-être plus d'accidents liés à ça, à cette survitesse dans les accélérations et autres. Ça, c'est possible, mais clairement, je dois bien vous avouer que moi, personnellement, vu mon domaine de prédilection, qui est la protection des biens, des bâtiments, et de l'objet en lui-même, je n'ai pas cherché vraiment à aller plus loin au niveau de... Non, je pense que vous m'avez mal compris. Je ne voulais pas parler d'accident de la route. Je veux simplement une comparaison en disant, oui, quand on voit des véhicules électriques comme ça prendre feu de manière, je veux dire, parce qu'on les a rechargés, parce qu'il y a une surchauffe, etc. C'est très spectaculaire et donc ça fait la une des médias. Je voulais faire une comparaison avec les accidents, mais je ne voulais pas spécialement parler des accidents de la route avec les véhicules électriques, mais des sinistres que vous avez eus. Et ici, oui, de tout ce que moi, personnellement, en véhicule comme ça qui brûle dans les parkings, on en a relativement, en véhicule thermique, on en a très rarement. Et quand ça arrive, il faut savoir que bien souvent, ça se limite à 2-3 véhicules maximum, parce qu'après la détection incendie prend
en cours. Il y a des équipes d'intervention des EPI, bien souvent dans les entreprises, qui viennent quand même déjà un peu essayer d'état, puis les pompiers sont là relativement, et le sinistre reste raisonnable. Le problème, c'est que je vous ai parlé de Stavanger, comme il y a eu d'autres aussi. Quand un véhicule comme ça se trouve dans un parking ou qu'il y en a plusieurs, la gravité du sinistre va être beaucoup plus importante et on a plus de chances d'avoir une ruine complète du bâtiment qu'avec un véhicule classique. Ça, c'est sûr. Mais les chiffres exacts, on ne les a pas. Et c'est moi, personnellement, je ne les ai pas. C'est ce que j'ai répondu tout à l'heure. C'est pour ça qu'on se tourne vers le groupement européen parce que on est un assureur belgo-belge. On n'a pas ce retour. Je me suis penché vers les réassureurs. Donc, les réassureurs en assurance, c'est eux qui assurent les assureurs pour avoir des chiffres. Et on n'a pas eu de retour parce qu'ils commencent seulement à s'en tracasser. Et pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas tracassés avant? Parce que le volume était tellement faible, c'est une goutte d'eau dans l'océan de l'assurance automobile, et que maintenant, vu que le parc commence à grandir partout et qu'on a de tout type de véhicules, ils commencent à s'y intéresser. Et encore autre chose, c'est que pour sortir des statistiques comme ça, il fallait que les systèmes informatiques dans toutes les sociétés d'assurance permettent de faire la segmentation de ce type de véhicule. Et donc, au départ, les premiers qui sont arrivés sont rentrés un peu comme un véhicule. Voilà, c'est un véhicule, on ne mettait pas spécifiquement pour les programmes son type de motorisation, ce qui a été corrigé. Moi, je parle ici de ce que je sais chez nous. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir avoir dans les mois à venir, des statistiques plus précises sur la chose. Voilà. Voilà, alors je propose de maintenant de continuer. Donc tous ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions, qui ont levé la main, je vous propose de garder votre question pour la suite, sauf si on a évidemment répondu à votre question entre-temps. Et donc c'était Nadine Atanassov qui travaille à la FEBIAC, peut-être pour préciser le sens de son intervention aussi et des informations complémentaires apportées. Voilà, je vous propose de continuer, donc de bien garder vos questions au chaud pour la fin de la présentation. Voilà, merci. Voilà, au niveau des modes de rechargement, clairement, il y a 4 modes de rechargement, le 1, le 2, le 3, le 4. Le 1, il n'existe pas réellement dans la pratique. Ce que monsieur et madame tout le monde fait chez lui, c'est essentiellement, s'il n'a pas acheté une borne complémentaire, c'est du mode 2. Donc, il va se brancher dans une prise de courant classique de son habitation avec, entre les deux, vous voyez, il y a un petit boîtier qui permet la communication entre le véhicule et la prise. C'est là que la communication se fait. Et là, on a des modes de recharge de 8 à 12 heures. Comme vous verrez, l'intensité de la recharge est de 8 ampères. On est sur de la charge lente où l'énergie transférée pendant le rechargement est relativement faible. Néanmoins, par rapport à tout ce qui a été dit préalablement, il est quand même vivement conseillé d'effectuer ce genre de rechargement à l'extérieur de son habitation et pas dans son garage ou autre. Maintenant, tout le monde, quand quelqu'un habite, n'a peut-être pas la place sur son terrain extérieur pour pouvoir faire ce type de recharge dehors. Parce que quand on est dans des maisons de ville accolées, c'est un peu plus compliqué de laisser la voiture sur le trottoir et de se permettre de faire sa recharge de ce type-là. Voilà. Ceci, le mode 3, c'est le mode avec les bornes de rechargement que l'on rencontre bien souvent actuellement dans sa société ou qu'on a installé chez soi ou qu'on retrouve dans des centres commerciaux ou dans des choses ainsi où on a des bornes de type mode 3 où la communication se fait entre la borne et le véhicule. Là-bas, on travaille soit en monophasé, soit en triphasé. Si on a du triphasé chez soi, on peut installer la borne et la faire fonctionner en triphasé. Et là, on a des recherches un peu plus rapides de 1 à 8 heures. De nouveau, là, le risque est déjà plus important parce qu'on a plus d'énergie qui circule entre les deux. Vous voyez qu'actuellement, la circulation du courant, c'est toujours de l'alternative sur les 3 premiers modes qui circulent. Ce qu'on appelle ici le mode 4, c'est les bornes à rechargement rapide. On les a appelées à un moment donné les bornes Tesla qu'on retrouve un peu partout maintenant et qu'on voit ici aussi sur ce réseau-ci, où là, on est avec de la haute tension et c'est du courant continu. C'est une énorme énergie qui est transférée de la borne au véhicule et très rapidement pour avoir des recharges très rapides
Vous voyez qu'on peut faire 50 kW, 120 ampères. Et maintenant, sur le réseau ici, l'ultra rapide européen, on va jusqu'à 500 ampères d'intensité. Donc, clairement, lors de ces recharges-là, avec ce genre de mode, on a des gros risques si la batterie est légèrement endommagée ou qu'il y a eu des soucis. C'est à ce moment-là qu'on pourrait avoir les manifestations. Clairement, dans l'optique d'implantation à l'intérieur dans des parkings, le mode 3, le mode 4 est à proscrire. Le mode 4, c'est vraiment dehors et à l'écart des bâtiments. Mais tout ça, il y a des documents qu'on a établis et dont je parlerai plus tard. Ici, au niveau de la prévention de dommages matériels, bon, il faut savoir que la Belgique n'a pas encore légiféré en la matière. La France l'a fait un petit peu et a dit clairement le mode 3, c'est interdit de l'avoir au sous-sol et rez-de-chaussée. Voilà, ils ne veulent pas dans les sous-sols ni non, pardon, c'est le rez plus les sous-sols, c'est interdit et ils ne veulent pas non plus aux étages. Mais nous, on n'a pas encore légiféré en la matière, donc les impositions des pompiers, clairement actuellement en Belgique, elles varient d'une région à l'autre et d'un préventeur, donc d'un commandant de pompier à l'autre, suivant son service de prévention. Mais elles deviennent de plus en plus contraignantes avec le retour d'expériences négatives qu'ils en ont lors de leurs interventions. Donc, il s'avère que clairement, maintenant, les rechargements en mode 3 sont interdits en sous-sol en Belgique par les pompiers. Donc, pour refaire bref, au niveau de la législation en matière en Belgique en incendie, il y a tout ce qui est les lois et les normes. Ça, c'est une chose. Il y a les pompiers qui peuvent demander ou interdire d'autres choses lorsqu'ils sont consultés lors de permis uniques ou lors d'un demande d'avis. Et puis, il y a le monde de l'assurance qui, eux, avec une relation contractuelle qu'on a avec l'assuré, on peut imposer aussi des mesures spécifiques lors de la souscription d'un contrat d'assurance. Donc, il faut savoir que c'est vraiment les 3 piliers qui peuvent un peu influencer la prévention sur ce genre de véhicule. Alors, clairement, nous, ETIAS, afin de répondre aux nombreuses questions des assurés, on a travaillé en interne sur le sujet, d'où ici la présentation et également le document qu'on mettra à votre disposition, un document qui va vous permettre de faire une analyse de risque chacun dans votre société, si vous avez déjà des bornes installées, de vérifier que ça a été fait en respectant des mesures de précaution suffisantes, ou si vous projetez d'en installer, vous allez pouvoir suivre la marche à suivre et faire ça en toute sécurité pour limiter au maximum les risques et aussi diminuer les conséquences d'un tel sinistre dont on a assez parlé depuis le début. L'analyse des risques, elle se présente comme ceci. Donc, c'est un document dynamique, c'est un PDF dynamique où vous pouvez remplir directement dans le PDF et les remarques par rapport à votre situation. Voilà. Donc, ici, c'est charger les véhicules électriques de type voiture à l'intérieur, mais on a pour ça pour les vélos, enfin, on a ça pour différentes situations, que ce soit à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur des bâtiments. Et ces infos-là, on préfère les diffuser, vous les mettre à disposition pour vous permettre de faire les bons choix directement. Voilà. Dans tous les cas, je dis ETIAS, hein, mais bon, je pense que maintenant, avec les autres compagnies d'assurance, parce qu'on commence à en parler clairement au niveau d'Assuralia, préfère le chargement de batterie en plein air. En raison de quoi? Risque plus limité de victimes. Tout simplement parce que les gaz qui sont dégagés par ce type de feu sont très toxiques. Donc, à l'air libre, ils vont se dissiper plus facilement et on risque moins d'intoxication que d'avoir ces fumées qui circulent dans un parking ou qui pourraient s'introduire parce que même si on a des bâtiments compartimentés, même que
il y a des mesures de sécurité. On sait très bien que lors d'un feu, les fumées, ça passe un peu partout dans des fissures et ça peut aller créer des problèmes. La facilité des activités d'extraction, c'est beaucoup plus facile à l'extérieur de se dire, ben voilà, on a éteint les flammes du véhicule, on a commencé à le refroidir, ben on vient, on le sort hors de son emplacement pour pouvoir le mettre dans un bac d'eau, comme on a vu, les conteneurs. C'est beaucoup plus facile à faire à l'extérieur que si on doit aller le rechercher au 3e sous-sol ou même au +2 d'un bâtiment si on est dans des bâtiments de parking à étage. Clairement, ben, si on est à l'écart des bâtiments, ben, le risque pour le bâtiment, il est quasi nul ou beaucoup moins élevé si on est quand même proche du bâtiment. C'est des points à ne pas négliger. Et la probabilité de dommages aux autres véhicules va être moindre, clairement, si on est dehors aussi, parce que la chaleur va plus facile à se dissiper dans l'atmosphère. Donc, il y aura moins de panache de fumée très chaude qui va aller se mettre autour des autres véhicules et pouvoir créer aussi l'auto-inflammation du véhicule. Parce qu'il faut savoir qu'en incendie, c'est pas pour qu'un feu se transmette d'un côté à l'autre du bâtiment, c'est pas la flamme qui va arriver à 10 mètres à l'autre côté du bâtiment qui va relancer le feu plus loin, c'est les fumées chaudes. Donc, liées au rayonnement et à l'intensité par rapport à un matériel ou un matériau combustible qu'il rencontre. Donc, c'est des choses à faire attention. Toutes les conditions il y a d'autres conditions qui seront dans la mise de risque qui vous sera mis à votre disposition. Mais bon, si je dois rentrer et passer tous les points, ça va faire long. Donc, vous aurez ça pour utiliser. Au niveau de l'implantation des zones de rechargement en véhicule, chargement en parking intérieur, voilà ce que nous, on accepte. Chargement en parking intérieur, mode 2 et mode 3 autorisé, ou -1, RE +1. C'est ce qui ETIAS accepte. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être trop pénalisant pour nos assurés. Comme je l'ai dit, on a un assureur des collectivités publiques. Ils ont investi pas mal dans la motorisation électrique, que ce soit également des scooters. Voilà. Et à un moment donné, ils ne savent pas, ils sont bloqués si on n'accepte pas que ça se recharge en sous-sol, mais on a mis dans nos impositions des choses à mettre en place, type sprinklage, des caméras thermiques pour détecter plus rapidement, des zones où on écarte de tout autre véhicule. Enfin voilà, tout ça est un peu expliqué. Pour savoir un peu dedans, comme ça, vous avez déjà un petit peu quelque chose sans aller dans la liste des risques. Une zone comprend maximum 3 bornes à poser. Vous allez me dire, si vous allez dans certains centres commerciaux actuellement, on a plus de bornes par zone. Des fois, j'en ai déjà vu 6-7. C'est des choses à éviter. Mais voilà, donc, comme il n'y a pas d'imposition légale, et que beaucoup de gens, que ce soit dans des entreprises privées ou dans des domaines publics où on reçoit du public, ne font pas de demande spécifique au niveau de leur permis, parce que je pense que ça passe au bleu. Donc, on a ça dans beaucoup de parkings gérés par des privés, donc des parkings publics qui sont en gestion par des sociétés privées où ils ont implanté des bornes sans avoir demandé un avis préalable aux pompiers. Il aurait à un moment donné interdit et aurait imposé certaines choses. Il faut essayer hors des zones de rechargement d'avoir 10 mètres minimum et dans un compartiment en feu. Comme les parkings comme ils sont conçus en Belgique, tous les étages, c'est un seul compartiment, c'est maximum 20 bornes par compartiment en feu. Il faut de la détection incendie, un système d'extraction hydraulique automatique, comme je l'ai parlé, on ira plus vers un système d'éluge pour vraiment avoir une grosse densité d'eau d'un coup pour vraiment essayer de ralentir le système. Et il faut derrière forcément un système de désenfumage efficace. Il est actuellement en cours la courbe de feu d'un véhicule électrique. On voit que ce n'est pas la même courbe de feu qu'un véhicule thermique. On a des intensités de température, de chaleur et de beaucoup plus importantes. Donc, les systèmes en place dans les parkings publics actuels ne sont pas suffisants et sont pour ce genre de véhicule pour désenfumer. Donc, il va falloir prévoir
en renforcement des désenfumages pour atteindre les performances souhaitées que l'on souhaite. Chargement parking extérieur, clairement, c'est à privilégier à l'écart des bâtiments minimum 10 mètres. Il y a certaines études qui montrent que 10 mètres, ça pourrait être insuffisant. Mais déjà, 10 mètres, pour faire respecter ça, moi qui fais des visites régulières, c'est déjà très compliqué. On est déjà très content que les bornes soient placées à l'extérieur. Et si on peut avoir 10 mètres, on est aux anges. Mais on se rend compte que dans la réalité, c'est très compliqué pour la majorité des entreprises par rapport à la place qu'elles disposent sur leur terrain extérieur. Donc, une zone à l'extérieur comprendra maximum 4 bornes juxtaposées. On peut mettre de la détection incendie par caméra infrarouge. On a ça sur certaines flottes de bus, des camions poubelles, où le rechargement se fait sous des cartons à l'extérieur et on pourrait avoir une détection plus rapide pour éviter de perdre trop de bus ou trop de camions lors d'un problème. Ici, je vous ai mis implantation des zones de rechargement véhicules, des bornes à l'extérieur. Ici, voilà, on est venu mettre la borne en elle-même sur un élément de bardage bois et le véhicule, quand il recharge, il se trouve à 1 mètre. C'est une situation à éviter. Donc, la bonne situation, ça aurait été de prendre le chargeur, le mettre sur un poteau, mais le déplacer plus loin. Si on voit la façade à côté, ici, c'est déjà bien. On a sorti, on a mis un poteau, il y a 2 bandes de rechargement, il y en a encore 2 plus loin. Mais ce qu'il aurait fallu, c'est implanter ça de l'autre côté du parking parce qu'ils avaient place. Maintenant, quand on arrive sur place, qu'elles ont été implantées comme ça, c'est déjà un coût financier de créer l'implantation, de faire les tranchées, de faire les adaptations de son parking. C'est difficile de pouvoir obtenir le changement d'emplacement des bornes. Donc, c'est pour ça qu'on préfère donner notre document et qu'il soit diffusé pour que vous puissiez faire les investissements directement de manière sûre, sachant que vous soyez assuré chez ETIAS ou ailleurs, un autre collègue préventeur d'une autre compagnie d'assurance sera content de voir que ça a été installé plus loin que les façades. Ici, de nouveau, ils ont installé les chargeurs sur les murs sous le carport. Et là, on voit, c'est des fenêtres de bureau. Donc, s'il y a un problème, le feu va se communiquer au bâtiment. Comme ici, c'était ça un peu le problème. Là, derrière, c'est des labos avec du matériel très coûteux. Et si le feu rentre là avec les fumées dans ce genre de bâtiment salle blanche, c'est de nouveau niveau gravité très important. Ici, on va parler un peu des vélos-trottinettes. C'est ce que je vous ai dit et c'est ce qui se passe actuellement. Certainement, vous avez déjà certainement dû vous rendre compte dans vos sociétés que les personnes les recherchent à leur bureau. Il faut vraiment éviter ça. Charger de préférence la batterie, si on parle d'un vélo, hors du vélo. Il existe des armoires spécifiques coupe-feu déjà prévues avec des prises à l'intérieur pour pouvoir recharger les batteries des vélos, hors du vélo. Et donc, c'est des investissements. Éventuellement, si vous avez une grosse flotte de vélos dans vos sociétés ou que vos collègues utilisent des vélos pour venir au travail, ce serait peut-être bien d'envisager ce genre d'armoire. Placer l'appareil à proximité d'un détecteur d'incendie. Si on est dans le cadre, là, chez soi, j'ai mon vélo, c'est toujours bien, même si on n'a pas des détections incendie filaires. Si vous avez un détecteur d'incendie à proximité, ça vous préviendrait d'un problème éventuel. Maintenant, au niveau de l'entreprise, si on n'en a qu'un ou deux, il faut aussi que la zone de rechargement de ces vélos soit proche du détecteur d'incendie, type comme il est là de fumée actuellement. L'espace de charge devrait être bien ventilé pour éviter, parce qu'il y a toujours des dégagements de gaz combustible, il faut vraiment ventiler les espaces et 2 mètres d'espace libre de matériaux combustibles autour du chargeur du vélo. Parce que combien de fois je n'ai pas vu, moi, au travail, où on dépose sur la rame de feuilles de papier de l'imprimante parce que la prise qui était libre, elle se trouvait là tout près. Donc, on se met dans des situations problématiques avec directement de la charge au feu à proximité, totalement à éviter. Au niveau dans un parking public ou immeuble de bureau, voilà, charger de préférence dans un local compartimenté spécifique dédié.
c'est tout à fait possible de se dire, ben, clairement, on fait un local totalement en maçonnerie, comme ça c'est du matériau à combustible, avec porte-feu, on y met une ventilation dedans forcée avec clapet coupe-feu, et on se dit, ben voilà, s'il se passe un problème, le problème restera dans le local. Et puis on interviendra, mais on limitera les dommages au local. Bon, pour le bureau, je ne vais pas y revenir, je pense que je l'ai suffisamment dit. Alors, Pierre-Yves, je me permets juste d'intervenir pour essayer d'attirer ton attention sur le temps de parole qui risque de déborder un petit peu. Je préviens aussi l'ensemble des spectateurs. Voilà, on risque de déborder un petit peu, mais donc si on peut essayer de rester dans les clous comme c'était prévu, pas de souci. Ce serait parfait, parce qu'il y aura encore, je pense, toute une série de questions qui vont être posées. Merci, okay. Merci pour ta compréhension. Merci. Pas de souci. Donc ici, c'est le cas d'un vélo électrique à l'intérieur dans un bâtiment. Dans un bâtiment, voilà ce que ça peut faire comme petits dégâts. Alors, pour votre sécurité et celle de vos collègues, il faut envisager ça totalement autrement. Voilà. Le cas particulier des vélos, les bonnes pratiques, c'est beaucoup de bonnes pratiques même pour chez soi. Ils sont tous équipés de la majorité de batteries Lion. Essayez quand vous faites une balade et que vous vous arrêtez de laisser votre vélo à l'ombre ou d'emmener la batterie pour éviter d'atteindre les températures critiques s'il est vraiment mis en plein soleil. Retirez la batterie si la température est trop élevée ou négative, parce que les températures négatives pour les batteries à Lion, c'est un problème également. Ça peut créer le court-circuit interne. Il faut éviter de recharger une batterie trop froide ou trop chaude. Ça, c'est important. Il faut vraiment à température, qu'elle soit tempérée. Toujours bien utiliser le chargeur d'origine. S'il y a le moins de défauts sur le chargeur, le câble ou autre, mais c'est valable aussi pour les véhicules électriques, il faut vraiment que le matériel qu'on utilise pour charger soit en parfait état. Ne jamais, ça c'est le cas que beaucoup de gens font, que ce soit même leur voiture, que leur vélo ou autre, ils utilisent des allonges parce qu'on dit on va quand même le mettre à l'extérieur, mais on prend une allonge. Les allonges que vous avez chez vous, c'est du câble 1,5 carré, alors que les prises, le RGE impose que pour toute prise de courant, on est dans du 2,5 carré. Donc vous partez d'une prise de courant 2,5 carré, vous repassez sur du 1,5 carré, et on a, ce n'est pas autorisé normalement de fonctionner comme ça, donc c'est à éviter. Il faut vraiment avoir une ligne de courant spécifique prévue qui démarre de son disjoncteur quand on parle de véhicule. Et pour les vélos, on se met dans une prise directement si possible. Lors du premier chargement, après plusieurs mois d'inactivité, c'est lié à la décharge profonde de la batterie. C'est ce qu'on appelle la mettre un peu en sommeil. Si il y a une température trop négative, il y a un risque d'incendie. Donc, lors du premier chargement, si vous n'avez pas du tout utilisé l'hiver et que vous avez oublié de la maintenir un peu en charge, il faut être très vigilant et rester à côté et voir s'il n'y a pas un échauffement qui est en train de se faire. Si c'est le cas, vous stoppez tout, vous amenez votre batterie chez votre marchand de vélo pour qu'il la teste et qu'il la change éventuellement avant d'avoir un problème. Au niveau du dommage matériel, le dépannage, ça j'en ai parlé tout à l'heure, clairement, en fait, les roues, qu'on soit dans une traction, une propulsion ou 4 roues motrices, aucune des roues que je viens de citer ne peut toucher le sol lorsque l'on dépanne un véhicule. Donc les dépanneurs, pour savoir à quel type de véhicule ils ont à faire, il existe des applications très simples où on peut avoir, par rapport au type de véhicule, ainsi de suite, ils savent pour le véhicule électrique où se trouve le disjoncteur, parce qu'il y a pour couper l'alimentation au niveau de la batterie, pour qu'elle puisse alimenter le reste du véhicule, on sait le débrancher. Voilà. Le risque, en fait, qui se passe lorsque c'est des roues tractées, c'est comme quand on était petit, la petite voiture qu'on devait aller vers l'arrière, elle emmagasine de l'énergie, puis elle repartait en avançant. Ici, clairement, j'ai parlé des véhicules hybrides. Ils récupèrent le fait que la roue tourne, c'est l'énergie, c'est comme la roue, et elle est stockée dans la batterie. Si la batterie, avant d'avoir la panne ou l'accident, était déjà très chargée, à ce moment-là, le fait de faire tourner les roues motrices sur la route fait que la batterie va en surcharge. Et on a parlé tout à l'heure que les surcharges créent l'emballement thermique. Et c'est ça qu'on veut absolument éviter, de
recharger trop une batterie, l'énergie va être dans la batterie. Comme elle ne roule plus, elle ne sait pas dépenser son énergie. Et donc, on a le problème qui se passe. Ça, c'est pour les techniciens, mais bon, qui travaillent sur les véhicules électriques. Les moteurs électriques sont constitués d'aimants permanents de grande puissance. Donc, les personnes qui ont un pacemaker ne peuvent pas travailler sur les véhicules électriques, sachant que quelqu'un, pour intervenir sur un véhicule électrique, doit être habilité et avoir suivi une formation spécifique et avoir un certificat comme quoi il est apte à travailler sur ce genre de véhicule. Bon, on ne peut exclure tout risque d'électrocution. Il faut savoir qu'en cas d'accident, on pourrait avoir des pièces de carrosserie qui soient mises en charge électrique. Donc, le courant pourrait passer dans la carrosserie. C'est lié lorsqu'on a un accident. Normalement, les véhicules sont prévus pour pas que ça arrive, mais le risque zéro n'existe pas. C'est pour ça qu'on va voir après comment on intervient sur un véhicule lors d'un accident pour éviter de se faire électrocuter au courant continu. Donc ça, on en a déjà parlé. Gaz très toxique créant des dégâts de neurones irréversibles. Donc, essayez clairement, si vous voyez qu'il y a de la fumée, tout ça, partez. Et si vous n'avez pas de masque respiratoire autonome et que c'est à l'intérieur, vous quittez, vous allez de suite dehors à l'air libre, ne pas essayer de sauver. Malheureusement, n'essayez pas de jouer au héros, de sauver quelqu'un ou de sauver votre véhicule. Vous risquez plus votre vie qu'autre chose. C'est vraiment différent que d'aller sur un feu classique. Alors, pour la petite chose, une voiture à essence et un moteur diesel, comme on voit dans les films, après qu'elle ait fait des tonneaux, qu'elle explose, qu'elle saute en l'air, c'est du cinéma, ça n'existe pas dans la réalité. Au niveau des consignes d'intervention, pour les pompiers et autres, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il existe le système Crash Recovery, où ils ont toutes les informations, les graphiques interactifs du véhicule, toutes les informations. On sait, toute personne peut se chercher sur son application, chercher cette application et pourra la télécharger aujourd'hui et voir toutes ces fiches sur son téléphone, iPad ou autre. Donc ça, c'est pas mal et ça aide vraiment. Consigne en cas de feu. Clairement, avertissez immédiatement le service d'incendie et commencez à éteindre l'incendie si possible. Si on est à l'extérieur, c'est déjà moins problématique, mais si possible, ça veut dire que vos équipes de première intervention dans vos entreprises, soit on leur met des systèmes autonomes si vous voulez qu'elles essayent quand même d'intervenir, mais je le déconseille, ce n'est pas des pompiers, donc il faut plutôt les mettre en sécurité. Si une partie du véhicule est en feu, donc que le feu n'est pas lié au compartiment batterie ni au moteur, que c'est un feu classique à l'intérieur ou quelconque, comme dans un feu de voiture, on peut utiliser son extincteur qu'on a dans la voiture classique pour intervenir là-dessus. Clairement, maintenant, si le véhicule est totalement en feu, la seule possibilité, c'est avec de l'eau. Alors, n'utilisez jamais un petit volume d'eau. Cela est très dangereux car on produit des vapeurs d'hydrogène inflammables. Donc, c'est toujours avec un très gros volume d'eau. Le fait d'avoir un très gros volume d'eau fait que ça dilue l'hydrogène et on ne crée pas l'atmosphère explosive. Alors, comme je l'ai dit, il faut garder une distance suffisante. Il faut faire attention aussi pour de ne pas se faire électrocuter si on va trop près avec le tuyau d'incendie, la lance incendie. Donc, c'est des choses vraiment à faire attention. Voilà. Alors, normalement, si vous voulez aller, parce que c'est le réflexe, vous allez passer un jour, vous allez voir une voiture accidentée contre un arbre, personne vous dit, je vais quand même regarder s'il y a quelqu'un dedans. Il y a quelqu'un dedans. Vous vous dites, je vais m'arrêter, je vais vouloir aller quand même voir si la personne parle, elle respire et appeler les secours, voir ce qu'il y a lieu de faire. Ne touchez jamais la carrosserie si vous avez remarqué que c'était un véhicule électrique. Vous essayez de rentrer simplement en contact verbal avec la personne. Si elle est inconsciente, ainsi de suite, vous reculez, vous appelez les secours et vous n'essayez surtout pas de sortir la personne du véhicule parce que vous pourriez faire pire au niveau de fractures éventuelles ou autres. Maintenant, si vous voyez, vous dites, il y a de la fumée blanche qui vient, je vais quand même le sortir, vous prenez un risque pour vous très, très important. Et en prévention, la règle première, c'est d'abord assurer soi-même sa propre sécurité. Et monsieur et madame tout le monde, vous n'avez pas dans votre voiture, je pense, des gants spécifiques
comme on intégrait dans les cabinets de tension, ou un masque facial, même si pour l'instant, en période Covid, de plus en plus de gens ont des masques comme ça, on pourrait l'avoir. Mais bon, dans la normalité de la vie, on n'a pas ça. Donc, soyez très vigilants. Voilà, on arrive tout doucement au bout. Ben, clairement, nous, on conseille une chose. On n'essaye pas de dire il ne faut pas, parce que de toute façon, voilà, c'est comme ça, c'est déjà en route. C'est simplement, il faut être vigilant sur l'implantation des zones de chargement. Notre analyse de risque et recommandations est à votre disposition. Donc, voilà, l'adresse, c'est prévention@etias.be. Je pense que l'Union wallonne des entreprises, je vais le remettre également à disposition. Donc, voilà, vous pourrez, si vous le souhaitez, le récupérer via eux. Clairement, n'hésitez pas à prendre l'avis du service prévention des pompiers, parce que si vous ne faites pas pour l'instant les bons investissements et la bonne manière de faire, dans quelques mois, bon, ici pour l'instant, le pays on est un peu bouleversé par beaucoup de choses, mais il va y avoir une législation et autant avoir pris directement les bonnes précautions avant toute chose, quoi. Voilà. Et la conclusion, c'est ça, les conséquences d'un feu de véhicule électrique sont plus graves que notre feu conventionnel et qu'il est très difficile d'arrêter le phénomène. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vais répondre aux quelques questions que vous pourrez avoir. Merci Pierre-Yves pour ton intervention qui a le mérite de nous éclairer sur toute une série de facettes liées justement aux véhicules électriques ou encore véhicules hybrides selon les cas. Je pense que ça a permis de mieux cerner en tout cas tous les aspects liés à la gestion de l'infrastructure, aux distances, toute une série de recommandations. Je sais qu'il y avait tout à l'heure des personnes qui avaient levé la main. Je les invite à se manifester parce qu'il y a toute une série de personnes qui ne savent pas visiblement utiliser l'outil de commentaire pour des raisons qui me dépassent. Donc je m'excuse pour cet aspect pratique. Il y avait une question tout à l'heure de Catherine Tiernès qui travaille dans une intercommunale et qui gère entre autres des parcs d'activités économiques dont certains sont Céveso. Est-ce qu'il y a éventuellement une prise en compte aussi de cette problématique-là sur des sites Céveso? Alors c'est très spécifique, c'est peut-être une question qui dépasse un peu le cadre, mais... Tout est basé toujours, il faut faire une analyse de risque. Et l'analyse de risque, se dire la présence d'un tel véhicule, qu'est-ce que ça induit pour mon risque Céveso, qui a déjà lui-même un niveau de risque important et où ils ont déjà des mesures à prendre, c'est qu'il ne faut surtout pas, en amenant ce nouveau risque, créer des problèmes au niveau de la sécurité de leur site. Donc, clairement, ils doivent être encore plus vigilants par rapport à l'implantation des bornes et se mettre vraiment dans des zones à l'écart, entre guillemets, de la zone purement où on a vraiment le plus gros risque Céveso, pour éviter que le problème de la présence du véhicule ne vienne créer un problème sur ce site-là. Mais tout est basé sur l'analyse de risque et voir réellement le site, comment il est. Voilà. Mais c'est pareil pour tout le monde, en fait, par rapport à son activité. C'est d'abord faire un peu une analyse de risque. C'est quoi les risques potentiels que j'ai? Et voir, voilà, il faut bien se rendre compte d'un truc. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça, c'est une certitude. Et deux, c'est de se dire, c'est qu'à un moment donné, l'activité, si on a un grave sinistre dans ces bâtiments, ben, on va avoir un problème de continuité d'activité et des pertes financières peut-être énormes et des pertes de clientèle si on est dans la production ou autre, parce qu'on perd son site de production. Donc, il faut vraiment mettre bien ça en avant dans l'analyse par rapport aux risques qu'on encourt réellement, quoi. Très bien, merci. Il y avait une autre question qui a été posée tout à l'heure à laquelle on n'avait pas répondu, je m'en excuse. Voilà, c'est comment est-ce que les constructeurs protègent les cellules directement? Parce que voilà, il y a toujours la question de se dire, voilà, quand un véhicule électrique brûle, tout le monde en parle. Et en termes de répercussions sur les marques... de l'évolution, il y en a. On essaye de faire des batteries qui sont plus stables et qui sont moins à problème. Ils essayent également, maintenant, je n'en ai pas parlé, normalement, par rapport à l'électrification et au risque de toucher de la carrosserie, qu'elle soit chargée en électricité, normalement, lorsque les airbags déclenchent, automatiquement,
la batterie est isolée du reste du véhicule, donc il n'y a plus de courant qui va ailleurs dans le véhicule. Ça, c'est déjà une chose. Et de deux, ils essayent de mettre en place des systèmes d'extraction automatique sur la batterie directement pour pouvoir intervenir et refroidir au mieux la batterie. Parce que clairement, un extracteur au CO2, ça refroidit très fort. Et il faudrait, dans le meilleur des mondes, que ce soit ce type d'agent d'extraction ou autre, si on a des manifestations d'augmentation de température et qu'il y a vraiment des capteurs DMI, voilà, qu'on puisse refroidir très rapidement pour calmer la réaction et puis intervenir en pouvant bouger le véhicule. Mais les marques sont en train de réagir. Il faut bien se rendre compte que quand on parle de leur véhicule et c'est mis tout le temps en exergue, parce que maintenant on est dans un monde comme ça où les réseaux sociaux sont là, comme Madame a dit tout à l'heure, clairement, on en parle beaucoup, on en fait tout un foin, on va dire comme ça, mais c'est la réalité et ils essayent de contrecarrer les défauts qu'ils ont, qui sont les défauts de démarrage de ce type de véhicule. Mais c'est clair qu'à l'avenir, j'espère, pour tout le monde, le but sera de pouvoir gérer au mieux ça. Voilà. Ok, alors on a une interpellation de Mathias Bagdikian, désolé si je le prononce mal, qui probablement ne sait pas faire de commentaires, donc je propose d'allumer alors son micro. Ouais. Bonjour, ouais. Effectivement, je ne sais pas faire de commentaires, donc en fait j'avais une question par rapport à une infrastructure de recharge souterraine. Oui. Donc en fait le fait de mettre un système de sprinklage, plus Ouais. j'imagine des caméras un peu thermiques, etc., et une aération vraiment performante, ne suffit pas à éteindre, enfin donc à arrêter un feu de véhicule électrique. En fait, si le feu en lui-même, vous allez l'arrêter, mais le phénomène d'emballement thermique ne sera pas arrêté. Mais ça va permettre, si le but du jeu en faisant ça, c'est de cantonner au maximum et refroidir le plus rapidement possible la zone où il y a le feu naissant pour éviter que ça parte sur des véhicules voisins, permettre aux services de secours de venir intervenir et d'agir en arrosant encore plus le compartiment batterie pour stopper de manière courte le phénomène pour pouvoir retirer le véhicule et le sortir. Voilà, ça c'est un peu l'idée des mesures. Je ne sais pas si c'était ça la question. Mais et donc justement, c'était un petit peu, ça menait à une deuxième question, c'est le fait que donc, foncièrement, donc, le pompier, les pompiers arrivent et ils doivent avoir accès jusqu'à l'intérieur du véhicule, qui pour nous, dans mon cas, est un parking souterrain. Donc, si nous n'avons pas de structure de mettre une cuve d'eau, etc., pour déposer le véhicule, ouais. J'imagine que ça pose quand même un problème que les pompiers doivent quand même aller avec leur lance d'incendie au minimum. Ouais. Oui, ils doivent aller, clairement. Ils doivent aller, ils arrosent par le bas. Maintenant, il existe sur des nouveaux véhicules, et ça, c'est un peu sur le système crash recovery où il est indiqué, où il y a un endroit où vous savez injecter de l'eau par là pour aller noyer plus facilement le compartiment batterie. Donc, il y a des évolutions sur les nouveaux véhicules qui sortent. Mais c'est clair qu'en sous-sol, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas, parce que pouvoir intervenir avec, aller descendre avec leur camion, ainsi de suite, dans votre sous-sol, c'est oublié. Donc, ils vont devoir se mettre sur les hydrants intérieurs du bâtiment que vous avez. Et voilà, et la problématique à l'intérieur, avec les fumées, donc la chaleur va être énorme. Tout est beaucoup plus compliqué pour eux pour intervenir. Donc voilà, ça vient de là le fait de ne pas accepter en sous-sol. Ok, et retirer le véhicule pour aller le mettre dans un bac d'eau, ça va être beaucoup plus compliqué aussi. Ok, ça va, parfait. Voilà. De rien, avec plaisir. Alors, il y a encore 2 personnes qui ont levé la main. Donc, ceux qui ne savent pas faire de commentaires, je les invite à lever la main et on va vous passer la parole. Et donc, il y a une personne, donc j'espère aussi bien prononcer le nom et le prénom. Donc, c'est Youssef Walmarkran, qui a aussi une question. Et donc, je l'invite à allumer son micro. Monsieur Walmarkran. Ah, j'espère que c'est pas réagir. Ou alors, j'allume son micro. Je ne sais pas si je sais allumer son micro tout de suite.
Non, on ne sait pas allumer le micro de quelqu'un d'autre. Non, alors tant pis. Il y avait une autre personne, c'était Monsieur Cito Aydin. J'espère aussi bien prononcer. Oui, tout à fait. Bonjour. J'ai une question plutôt en termes d'assurance. Au vu de l'ampleur des dommages et du coût élevé que ça peut représenter pour l'assureur, est-ce qu'il y a des limites d'intervention de l'assureur? Actuellement, non. Non. Actuellement, il n'y a rien qui a été mis en place. Il y a une réflexion qui est en cours à ce jour. Pourquoi? Parce que vu que le parc est tellement faible et le peu de véhicules que ça représente, c'est que ça ne nécessite pas de prendre des mesures pour le moment qui seraient contraignantes pour les assurés. Donc, et c'est clairement, bon, nous chez ETIAS, l'idée n'est pas de les bloquer à ce niveau-là, parce que bon, la politique de l'entreprise va dans le sens de réduire l'empreinte carbone et autres. Donc, il n'y a pas pour le moment, et sur le marché, je n'ai pas connaissance que d'autres assureurs limitent leur indemnisation. Le tout, c'est que nous, en assurance, dommages matériels, ça veut dire bâtiments, donc l'incendie, la tout risque sauve des bâtiments. Là, on est très vigilant par rapport à l'implantation des bornes. Et clairement, c'est un point, c'est un risque en plus. S'il n'y en a pas, le risque va être tarifé de manière moindre que s'il y en a dans les sous-sols. Voilà, donc là, on en tient compte. Mais vraiment, pour l'assurance même du véhicule, on n'en tient pas compte actuellement. Ah, voilà, j'ai coupé votre micro parce qu'il y avait un écho, mais donc si vous voulez rebondir sur la réponse de Pierre-Yves, vous pouvez réactiver votre micro manuellement. Voilà. Pour les dommages corporels, je sais que certains assureurs limitent avec un certain plafond. Et donc, je me posais la question si pour les véhicules électriques également, il pourrait y avoir une limitation. Oui, actuellement, les limitations, comme je l'ai dit à un moment donné, il n'y a pas de segmentation qui est faite par rapport à ces véhicules. Donc, c'est les mêmes limitations qu'on a sur un autre type de véhicule, pour l'instant en tout cas. Voilà. Merci. De rien. Très bien. Alors, on a une réaction ici de Frédéric Perroux qui travaille à la RTBF et donc qui dit que voilà, dans le permis qu'ils viennent d'obtenir, les pompiers ont autorisé des bornes de recharge exclusivement au niveau -1 et rien au niveau -2 et niveau -3. Ça semble pour vous, Pierre-Yves Lescalier, tout à fait logique? Oui, ça c'est tout à fait logique. Et encore une fois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Voilà, ils l'ont accepté au -1, alors qu'à d'autres endroits, ils vont le refuser parce qu'à un moment donné, voilà, c'est des services régionaux d'incendie. Donc, c'est très variable. Donc, moi, je prône pour avoir une législation au plus vite qui clarifierait les choses pour tout le monde et qui permettrait de se dire à un moment donné qu'il y ait un minimum de base imposé à tout le monde. Parce que de ce côté-là, sur la RTBF par rapport à leurs nouveaux bâtiments qu'ils vont construire, ainsi de suite, voilà, il aurait été mieux pour ce genre de risque, sachant que leurs véhicules sont chargés de matériel de captation, de vidéos et autres de très haute valeur, de faire ça à l'extérieur. Mais bon, voilà, le tout est toujours là, c'est ce que j'expliquais au départ, il y a la loi, il y a les pompiers et il y a le rassureur. Maintenant, il faudra voir ce que le rassureur va imposer ou pas là-dessus, à voir. Mais c'est vrai que c'est à prendre en compte, parce que même s'ils ont l'accord pour le faire, dans leur analyse de risque à eux, ils doivent pouvoir peut-être se dire est-ce que c'est la bonne méthode ou est-ce que je n'irai pas vers des rechargements extérieurs, quoi. Voilà. Alors, je vais peut-être encore donner une chance à Youssef Oual-Macran, qui travaille chez Laborelec, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas s'il nous entend. Il avait levé la main tout à l'heure. Est-ce qu'il a une question à nous poser? Si oui, il peut intervenir maintenant. C'est dernière chance. Non. S'il n'y a pas alors tant pis. Alors, j'ai peut-être aussi d'autres personnes qui avaient des problèmes aussi pour nous contacter. Je pense à Bart Van Dorp de D'Ieteren. S'il est toujours là, il peut allumer son micro et poser
sa question éventuellement. Bonjour. Ben, vraiment, alors, merci pour le webinaire. J'ai encore un petit problème avec le chargement alors, dans des appartements. Alors, je suis d'accord avec vous, alors moins plus 1 est 0. Mais une fois que l'incendie est en route, comme M. Escalier a bien dit, alors, la seule chose qu'on a, alors, c'est soit alors le système pour jeter de l'eau là-dessus et par après que les pompiers savent sortir la bagnole pour arrêter l'emballement. Et comme il a bien dit, alors, là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais encore, j'ai une petite question au niveau alors les gaz qui se provoquent dans ce bagnole. C'est par nos analyses et les études que j'ai faites, c'est un facteur 1,8. Alors ça c'est l'acide fluorohydrique, hein, qui sort aussi alors par des voitures classiques, hein, parce que tout le monde dit que c'est que la bagnole électrique. Non, c'est pas vrai. La voiture classique provoque aussi des fumées qui sont nocifs. Oui, ça je suis bien d'accord, mais les fumées, c'est lié à l'électrolyte qu'il y a dans la batterie. Qui est très toxique et qui crée les dommages neurologiques. Mais il est clair que les plastiques d'une voiture normale vont faire des dégagements de fumée aussi toxiques, parce que ces plastiques-là, on les a sur les deux types de véhicules, on est d'accord. Simplement, la batterie, le compartiment batterie, vous avez vu la taille qu'il a, il est rempli d'électrolytes. Quand on a ça sur une petite batterie d'un GSM, ben, il n'y a quasi pas d'électrolytes. Mais voilà, c'est un peu le problème, quoi. Il est là, en fait. C'est l'électrolyte, c'est la combustion de l'électrolyte qui crée ces gaz. Mais c'est sûr, les gaz dont on parlait, c'est tous les gaz liés au feu des plastiques et autres du véhicule. Ok. Je ne sais pas s'il y a encore peut-être une dernière réaction, et puis je propose de clôturer pour rester dans le timing prévu initialement, enfin, globalement. Non. Ok, très bien. Et donc, s'il n'y a pas d'autres réactions, je ne vois rien dans le chat non plus en plus, à part des remerciements. Voilà, ça nous fait déjà plaisir. Merci. Merci. Mais donc, voilà, je tenais vraiment à vous remercier, alors, Monsieur Lescalier, pour votre intervention, qui a eu vraiment le mérite de nous éclairer là-dessus. Alors, je rappelais vraiment l'objectif de ce webinaire, c'était non pas décourager l'utilisation de véhicules électriques, mais bien prendre en compte les risques qu'il pourrait y avoir, alors, même si les cas sont très rares. C'est mieux anticiper ces risques et mieux aussi savoir réagir, en tout cas, en cas de situation qui est problématique. Et donc, je pense que votre intervention a permis de répondre vraiment à ces questions, à ces points. Et donc, je rappelle à tous ceux qui ont suivi le webinaire et à ceux qui ne l'auraient pas su le suivre pour différentes raisons techniques, parce que ça a été le cas malheureusement, que ce webinaire a été enregistré. Donc la vidéo sera disponible sur le site internet de la cellule mobilité, donc mobilité-entreprise.be, et que si vous avez encore des questions à adresser à Monsieur Pierre-Yves Lescalier, vous pouvez le contacter. Et je pense que l'adresse mail, c'est bien prévention@etias ou .be. etias.be. C'est prévention sans accent @etias.be. Voilà, donc si vous avez des questions plus pointues, n'hésitez pas. Et voilà, la présentation PowerPoint en tant que telle sera aussi disponible sur le site de la cellule mobilité de l'Union Wallonne des entreprises. Un tout grand merci en tout cas pour votre temps, pour vos explications. Et, avec plaisir. Et peut-être à une autre occasion pour d'autres thématiques en lien avec la sécurité et la mobilité. Merci à tous et je vous souhaite une belle journée.